Notre invité ce matin, Fabrice Midal, bonjour. Bonjour. Ça va étonner beaucoup de monde, hein, nos téléspectateurs, nos auditeurs. Voilà un philosophe, docteur en philosophie, fondateur de l'école occidentale de méditation. Voilà un philosophe invité à 8h35 sur RMC et BFM TV à 1h, où j'invite toujours, la plupart du temps, des politiques. Le titre de votre livre, 3 minutes de philosophie pour redevenir humain. Tiens, j'avais juste une question pour commencer. Pourquoi vous êtes en jaune? Les lunettes sont jaunes, la veste est jaune, le pull est jaune, pourquoi? J'adore le jaune. Il n'y a aucune raison, juste je me sens bien. Et à un moment, je me suis dit, allez, fous-toi la paix, t'aimes bien t'habiller en jaune, ça fait peut-être singulier, mais je me sens bien, alors je me fais confiance. Bon, 3 minutes de philosophie pour redevenir humain. Foutez-vous la paix. On se souvient de ce best-seller, traduit dans de très nombreuses langues dans le monde. Alors, vous travaillez à comprendre les nouvelles formes de violence du quotidien qui nous écrasent et nous coupent de notre précieuse humanité. Que cherchez-vous? C'est exactement ça. Je trouve qu'on se trompe dans l'analyse qu'on fait des problèmes de notre temps. On ne voit pas que les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est pas exactement les mêmes qu'il y a 40 ou 50 ans. Par exemple, il y a une hémorragie de burn-out. On voit aujourd'hui que les gens ne se laissent pas dormir. Et donc, on est conduit à nous auto-exploiter. Et on dit aux gens tout le temps, vous en faites pas assez, vous n'êtes pas assez ceci, vous n'êtes pas assez cela. Alors que on est conduit, sans s'en rendre compte, à s'instrumentaliser soi-même. C'était ça que je voulais essayer de montrer. On est pris dans une idée qu'il faut tout contrôler et que quand on contrôlera absolument tout, ça ira enfin. Mais c'est pas du tout de notre sort. Il y a presque une ambiance comme ça. Par exemple, on parle de gérer son stress. Oui. C'est complètement absurde. On gère son compte en banque. On peut pas gérer son stress. Oui. On peut écouter son stress. On peut apaiser son stress. Mais on veut gérer ses émotions. On veut gérer son stress. On veut maximaliser son capital bonheur. Et donc, plus on est pris dedans, moins on a confiance. Et je pense que cette obsession de contrôle qu'on voit partout, au sein des dirigeants d'entreprise, au sein des politiques, cette obsession de contrôle nous empêche d'être en rapport à la réalité de la vie. On voit des gens très compétents, on voit des experts qui parlent, qui savent plein de choses, mais ils sont très compétents, mais ils n'écoutent plus. Ils ne sont plus dans la possibilité d'écouter le monde réel. Et la philosophie, ça peut sembler un peu bizarre, parce que comme ça, la philosophie, ça semble un peu intello, mais en réalité, pas du tout. La philosophie... C'est du concret. C'est concret, c'est poser des questions mais, là où plus personne n'en pose. C'était ce que disait Socrate. Socrate, il vient sur la place publique et il regarde, il écoute. Il regarde. Il ne juge pas. Il ne juge pas, il a rien à dire. Rien à dire. C'est pas cette image du sage édulcoré qui vit sur son nuage. Non, mais il vient poser des questions là où on n'a plus le droit d'en poser. Et c'est ça que je trouve. C'est ça que j'ai fait ce livre 3 minutes, parce que je me dis, tout le monde a 3 minutes dans la journée, 3 minutes pour se laver les dents, 3 minutes pour faire de la philosophie. Donc c'est des petits chapitres de 3 minutes, juste pour aider à poser une question, pour retrouver confiance dans ce qui nous habite et oser poser des questions dans un temps où on peut plus poser de questions, il faut juste qu'on soit encore plus dans le contrôle. Et cette obsession du contrôle, vous voyez, c'est irrationnel. Les actes à partir d'actes concrets de la vie quotidienne, vous partez dans ces réflexions. Alors, je voudrais quand même, puisque je reçois des politiques, je voudrais que nous nous égarions un tout petit peu dans le monde politique. Aujourd'hui, j'ai Robert Badinter dans Le Parisien aujourd'hui, ce matin, dit « Nous avons la culture de la violence dans notre société ». Et il parle aussi de politique, mais pas que de politique. C'est vrai que nous avons la culture de la violence? Je dirais surtout ce qui me frappe surtout, c'est ce qui se passe, c'est qu'on est coupé on est coupé de nous-mêmes, on est coupé de nos ressources, on est coupé de ce qu'on sent. Et du reste, c'est ça le titre du Parisien, c'est écoutons-nous. Et donc, mais nous ne sommes plus humains? Ça veut dire que nous ne sommes plus humains? Non, c'est-à-dire que on vit dans une atmosphère où être humain, c'est presque une honte. Parce qu'il faut juste être performant, il faut pas s'écouter, il faut toujours en faire plus. Et donc être humain, être fragile, on a l'impression que ça va pas. Et puis à côté de ce discours, il faut toujours en faire plus, il y a tout ce discours sur le bien-être, essayer d'être calme, essayer d'être zen, essayer d'être serein. Et donc les gens se sentent coupables d'avoir des émotions, se sentent coupables d'être tristes. Quand les gens vivent un deuil, on dit il faut faire son deuil. Tout ce truc-là, comme si on était en faute d'avoir un cœur, d'être humain, d'être fragile, d'avoir des... C'est ça qu'il y a une phrase de
des 3 minutes où je dis mais n'essayez pas d'aller corriger vos défauts, qu'est-ce que vous allez mettre à la place, qui est une phrase d'un poète, Henri Michaud. Parce que nous, notre idée, quand on aime quelqu'un, on l'aime en entier, on voit bien sûr ses défauts, mais ses qualités, mais nous, on finit par s'en vouloir d'être humain, par s'en vouloir d'être sensible, par s'en vouloir d'être fragile. On a l'impression que si on se laisse aller à être humain, on va être pris en faute et ça va pas marcher. Mais c'est pas vrai. Personne, aucune grande idée, personne n'a réussi à bouger la société et à faire des choses si c'était pas avec passion, avec cœur. Donc il y a une sorte, vous voyez, moi ce que j'ai l'impression en tant que philosophe, c'est qu'on est en train de confondre la rationalité et la raison. On devient de plus en plus rationnel, mais ça devient irraisonnable. On veut absolument tout gérer, mais on n'écoute plus ce qui se passe. Le titre de l'un de vos livres, Foutez-vous la paix, quoi. Ah oui, parce que foutez-vous la paix, parce que au lieu de vouloir toujours tout contrôler, de vouloir être parfait, de vouloir faire ceci, faire cela, mais foutez-vous la paix. Et foutez-vous la paix, c'est pas démissionner, c'est se relier avec la vie en soi. Mais alors pourquoi ? Pourquoi je vois, la méditation est à la mode aujourd'hui. Hein. Oui, vous avez vu, Fabrice Midal. Moi, j'ose même plus dire que je fais de la méditation, parce qu'aujourd'hui, la méditation, il faut être calme, mais c'est juste ridicule. Ouais. Être calme. C'est apprendre à faire le vide, c'est ce qu'on lit et c'est ce qu'on entend partout. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça, pourquoi ? Être calme, oui, c'est une vaste fumisterie. Oui. Vous avez déjà essayé d'être calme? Non, mais c'est juste la meilleure manière de rendre les gens fous, c'est de leur dire toute la journée soyez zen. Plus vous dites aux gens soyez zen, plus ils vont se sentir coupables, parce que personne n'est zen. Parce que des fois on est en colère et des fois c'est juste. Et le contraire de la colère, c'est pas d'être calme, c'est que vous êtes en colère parce que vous trouvez qu'il y a quelque chose qui va pas, qui est injuste. Donc la méditation, et pourtant je suis légitime parce que j'étais le premier à enseigner la méditation de manière laïque en France il y a plus de 30 ans. Mais la méditation que moi qui m'intéresse, c'est pour se foutre la paix, c'est pour pouvoir écouter, c'est pour apprendre à écouter. C'est un cliché, la zen attitude, c'est devenu un cliché. Ou quelque chose qui est instrumentalisé. Qui est instrumentalisé, Mais oui, parce qu'on veut faire rentrer les gens dans les normes. Vous voyez, quand quelqu'un fait un burn-out... C'est-à-dire qu'il y a une naissance de l'industrie du bien-être. Surtout, quand quelqu'un fait un burn-out, au lieu de lui dire « on est désolé », on vous a maltraité. Parce que quand on voit les causes du burn-out, plein de fois, c'est le manque de reconnaissance. Donc c'est parce que les gens ne les a pas reconnus. Au lieu de dire à quelqu'un, bon, on a peut-être un peu abusé. Vous êtes dans un service à l'hôpital, il n'y a pas assez de monde et vous faites un burn-out parce que vous aimez trop votre boulot. On dit aux gens, si vous avez fait un peu de gestion du stress, vous iriez mieux. Vous voyez, c'est quand même un peu dingue. Au lieu de dire... Donc, ça ne va pas. C'est ça qui ne va pas. On confond complètement cette idée... Ou alors on voudrait que les enfants soient calmes. Non, mais vous voyez, on voit dans des écoles des cours de méditation pour que les enfants soient calmes. Moi, je suis pas contre la méditation dans les écoles. Si c'est pour les apprendre à écouter leurs émotions... C'est quoi quelle méditation ? Puisque c'est à la mode, si j'ai envie de... Ça veut dire quoi d'ailleurs, méditer? Si vous voulez méditer, j'ai un site, il y a plein de méditations que vous pouvez télécharger, mais méditer, ça veut dire quoi? C'est on se fout la paix, on est là, on écoute. Par exemple, là, vous m'interrogez. Oui. Vous n'avez pas tout prévu. Vous êtes en paix, là, vous êtes calme, là, Mais je m'en fous d'être calme. Ce qui m'intéresse, c'est d'être vivant. Bon. Moi, je médite pour être vivant. Mais par exemple, vous m'interrogez, vous n'avez pas prévu toutes vos questions. Non. Vous m'écoutez, vous inventez. Exactement. Pourquoi les gens aiment vous écouter? Parce que vous inventez vos questions au fur et à mesure. C'est ça qu'on a besoin. Et là, on voit des gens qui savent tout, qui n'écoutent plus. Ils sont dans leur tête. Méditer, c'est juste apprendre à écouter. Je faisais une formation avec des dirigeants d'entreprise, j'essayais de leur montrer la méditation. Mais ils étaient convaincus que c'était pas pour eux. Parce qu'ils avaient l'impression qu'il fallait faire le vide dans la tête et se calmer. C'est la performance. Ils ont peur. C'est la performance. Mais la vie, c'est pas que la performance. Et plus on veut être dans la performance, moins on est bon. Mais c'est des choses tout bêtes. C'est ce que disait Deschamps pour la dernière Coupe du Monde de football. Il a dit faut être très attentif et décontracté. Donc c'est des choses que tout le monde sent, mais on oublie. Un examen, par exemple, ou je sais pas moi, un rendez-vous important, un rendez-vous de boulot, par exemple, il faut pas essayer de tout planifier. C'est libre cours à l'improvisation. Tout le monde le sait que si vous avez un enfant qui prépare le bac, la pire chose à lui, tout le monde lui dit, mais la veille au soir, arrête de réviser, sinon demain tu vas être la tête dans le guidon. Donc cette dimension de présence et d'écoute, c'est ça. Et la philosophie, elle nous aide, en tout cas à comment moi je l'entends, qui a l'air non pas un truc d'expert compliqué, mais un truc simple, ça nous aide à faire des petits déplacements. Vous voyez, à des petits déplacements. J'ai pas besoin d'être parfait. C'est pas si grave si je suis, par exemple... mais nous avons l'impression d'être plus heureux si nous... J'imagine, j'ai envie d'être parfait parce que je me dis si je suis parfait, je serai plus heureux. C'est idiot. C'est idiot. Oui, parce que vous le serez jamais, donc vous allez vous en vouloir. Et au lieu d'apprendre à vous écouter, à écouter les ressources qui sont en vous, vous allez vous couper de vos propres ressources. Et c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit des gens qui n'ont pas confiance en eux,
qui sont coupés de leurs propres ressources. Alors, que faut-il faire ? Mais que faut-il faire dans cette vie, dans ce monde ? Regardez les réseaux sociaux qui nous envahissent, par exemple. Écouter, comme ce qu'on fait. Juste écouter, prendre le risque d'écouter quelqu'un. Mais vous avez votre ado a des difficultés. Et si on prenait le temps de l'écouter avant d'avoir une réponse? Vous voyez, c'est des choses que les gens savent. On sait que quand on a un ami qui est très malade, que avant lui dire tout ce qu'il doit faire, de juste être présent, ça change tout. On sait bien que la présence, ça change tout. On sait bien que si on est malade, qu'il y a un infirmier qui fait son boulot, mais le même infirmier qui est présent et qui vous dit bonjour, ça change tout. Moi, j'étais dans une boîte à un moment et le directeur ne disait plus bonjour à 2 personnes. Il avait décidé que ça n'allait pas. Juste le fait de ne pas dire bonjour à quelqu'un, ça peut être extrêmement blessant. Donc il y a des choses très simples qu'on peut faire et qui remettent de l'humanité. Et même mettre l'humanité là, on parle des exemples très simples, dire bonjour à quelqu'un, mais on peut en parler à un niveau plus général, parce qu'il y a aussi un niveau presque social. Comment pouvoir être humain quand on est tellement obsédé par une forme de gestion qui est pas raisonnable. C'est ça qui est absolument central. Ce qui est rationnel n'est pas toujours raisonnable. Oui. On calcule tout, mais est-ce que ce qu'on fait a du sens et va dans le bon Vidal, sens? vous parlez vous racontez votre grand-mère qui était sur son lit de mort, je crois, oui. Que vous êtes allé voir. Vous l'avez simplement, vous êtes resté à côté d'elle. Oui, j'étais jeune, tout le monde rentrait dans la pièce, c'était quelque chose de tragique. Et donc moi, j'entrais et moi aussi, je commençais à être paniqué. Et puis je suis juste resté et j'ai vu que c'était une expérience où je chantais tout l'amour qu'elle avait pour moi et tout l'amour que j'avais pour elle. Et je me suis rendu compte que si je laissais tomber mes idées et que je regardais ce qui se passe, c'était aussi un moment d'amour extraordinaire. Et je m'en souviens encore aujourd'hui, parce que j'en ai parlé dans le livre, que je sentais que c'était bien sûr triste, mais c'était vrai, c'était un moment vrai. Et aujourd'hui, on serait presque en faute, vous voyez. Il faudrait que tout soit lisse, tout soit calme, tout soit apaisé. C'est pas possible, c'est pas la vie. C'est pas la vie, c'est beaucoup plus aidant de dire... Acceptons. Savoir accepter. C'est ça, vous avez tout à fait raison, c'est ça. S'accepter et accepter. Et accepter de rencontrer, au moins de rencontrer l'autre. Mais vous savez bien qu'aujourd'hui... c'est pas confortable, mais c'est vrai. Nous voulons posséder tout ce que nous désirons. Vous le savez bien. Aujourd'hui, on nous pousse à posséder tout ce que nous désirons. C'est clair, mais je sais pas... Mais pourquoi ça, d'ailleurs ? Parce qu'on a peur du désir, et que le désir, c'est formidable. Et au fond, vous avez tout le discours du bien-être, il a peur du désir. Mais le désir, c'est formidable. Le désir, c'est ce qui nous pousse en avant. On a envie de faire des choses, on a envie d'aider le monde, on a envie de s'engager. Mais comment on peut s'engager si on n'a pas de désir? Et là, on confond, évidemment. Parce qu'on a peur de rencontrer cet inconfort. Et que le discours actuel est très culpabilisant. On explique toute la journée aux gens qu'on Est-ce que le discours politique, vous écoutez les politiques, vous les regardez, vous analysez les discours politiques? Je les trouve souvent coupés de la vraie vie. Je trouve qu'ils parlent, on sait d'avance ce qu'ils vont dire. Oui. On a l'impression qu'on rencontre pas quelqu'un, qu'on n'a pas quelqu'un qui parle. Pourquoi ils prétendent tout savoir? Déjà, comme ils se situent au-dessus des autres. Parce qu'ils passent leur temps à apprendre avec des cours de communication comment communiquer et qu'il n'y a plus personne qui est là pour de bon. Alors vous arrivez vous de temps en temps à les déstabiliser, on voit un être humain pour de bon. Mais on a l'impression que tout est joué, tout est sur les rails, qu'on n'a plus quelqu'un qui parle. On a souvent des gens qui parlent au nom de l'universel. À l'universel, on n'a pas quelqu'un qui parle à quelqu'un. Mais c'est important de parler à quelqu'un. Moi, au fond, dans ma vie, qu'est-ce qui m'a aidé? Moi, j'étais pas très bon élève, et puis j'étais en classe, et il y avait un prof d'histoire, il m'a dit, toi, tu as des possibilités, tu as peur des interrogations écrites, et ben tu vas faire un dossier sur ce qui t'intéresse. Il a changé ma vie. Parce que moi, j'étais terrorisé. Libre. Oui, et puis il a cru en moi. Il a cru en moi. Et au fond, dans la vie, c'est ça. Tout le monde pourrait dire, ah oui, au fond, moi, ce qui m'aide dans ma vie, c'est un tel, une rencontre, une phrase, des choses que même les gens, ils se sont même pas rendus compte, qui nous ont aidés. Donc c'est cette dimension humaine qui peut nous aider et transformer les choses. Mais il faut accepter un certain inconfort. Je raconte aussi dans mon livre que à Noël, j'étais au repas de famille, et puis on avait une discussion politique, et puis j'ai envoyé un scud à mon beau-frère. C'est un grand classique, ça. On s'en veut, je me sentais coupable. Mais non, au fond, c'est bien. J'ai senti après que je regrettais. C'est ça qui fait que je suis humain. Est-ce que je peux accepter que, au fond, là, j'ai pas été complètement juste. Et là, on redevient humain. Reconnaître qu'on n'est pas complètement juste, ça nous permet d'avancer. Et je crois moi, au fond, c'est ça que je crois. Je crois que ce qui va changer notre société, c'est reparier
pour cette dimension humaine que chacun a. Parce que tout le monde est humain. Donc il s'agit juste de se laisser redevenir humain. Redevenir humain, bien sûr qu'on est humain, mais il y a quelque chose qui nous empêche. Et je reviens, il faut vraiment entendre le fait qu'aujourd'hui, il y a des hémorragies de burn-out. Et le burn-out, c'est quand même une maladie très singulière. C'est que les gens ne s'entendent plus, ne s'écoutent plus, ils veulent tellement bien faire. Vous voyez, c'est des maladies de l'adaptation, de la suradaptation. C'est pas des... On dit aux gens que les gens veulent rien faire et qu'ils sont égoïstes, mais c'est pas du tout le cas. Parce que qu'est-ce qu'on voit ? On voit des gens qui se sacrifient. Mais Fabrice Midal, quoi, en partie aussi, vous parlez des réseaux sociaux souvent. Oui, en Quel est leur rôle aujourd'hui ? Comment doit-on les accepter, les aborder ? Est-ce qu'on les subit ? Comment les maîtriser ? Vous, par exemple, vous utilisez ? Ah oui, moi j'adore. Vous adorez ? Parce que je suis en rapport avec les gens. Il y a plein de gens qui m'écrivent. Quelqu'un hier m'a écrit « J'ai lu votre livre, foutez-vous la paix ». Grâce aux réseaux sociaux, elle ne m'aurait jamais écrit sans ça. Elle m'a dit « J'ai lu foutez-vous la paix ». J'étais au fond du trou. Votre livre m'a complètement changé. Et là, j'ai eu l'intuition qu'il fallait que je parte en voyage. Et je ne sais pas comment j'ai fait, mais grâce à vous, là maintenant, je suis parti au Japon. Jamais j'aurais fait ça dans ma vie, mais vous m'avez aidé. Alors, je vois pas trop comment elle a fait, mais vous voyez, moi je trouve que c'est extraordinaire que les échanges qu'on peut avoir. Mais après, tout dépend. Mais le problème, on accuse les gens d'être sur les réseaux sociaux, mais non. Il y a plein de choses qui se passent qui sont formidables. Mais la question, elle n'est pas là. La question, c'est quelle présence on a, quelle écoute on a. C'est pas la question de diaboliser ou pas diaboliser les réseaux sociaux. La parole est violente. Oui, la parole est violente. Parce que justement, l'idée d'être humain, d'accepter une certaine fragilité, de ne pas tout savoir, de pouvoir poser des questions, prendre ce temps-là, ce n'est pas si évident. Et là, c'est sûr qu'on est dans un temps où l'idée de prendre quelques minutes pour s'arrêter et écouter ce qu'on fait, de poser son téléphone portable et de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je sens, là, vous voyez, c'est ça qui fait le changement. Et donc, si la méditation peut aider, là, oui. Parce que vous voyez, il ne s'agit pas de se calmer, il s'agit juste de revenir à ce qu'on sait, à ce qu'on sent. Je vous parlais des réseaux sociaux. Vous avez vu cette affaire Mila. Comment la regardez-vous ? Est-ce qu'on n'a pas évoqué... alors, chacun a pris position tout de suite. Hein. D'ailleurs, on prend position tout de suite. Absolument. Mais moi, il y a, à travers l'affaire Mila ou d'autres affaires, il y a une notion de respect. Moi, je trouve que... Est-ce qu'on a perdu dans notre société la notion de respect ? Moi, je dirais pas qu'on l'a perdu, parce que dès qu'on touche les êtres humains, ils l'ont. Mais je dirais le discours ambiant fait que... Parce qu'il y a les réseaux sociaux et ça, mais vous parlez dans la rue, les gens, la question du respect, elle est centrale. C'est une question absolument centrale pour eux. Et si je vous dis, la personne que j'ai connue, on lui disait pas bonjour, donc on la respectait pas. C'était terrible. Et la question... Et je vous dis, toutes les études montrent sur le burn-out, et moi j'étais le premier surpris, que... La cause première du burn-out, c'est le manque de reconnaissance qui a à voir avec le manque de respect. Moi, je pensais que c'est juste qu'on enlève la pression. C'est pas la pression. C'est que les gens ont l'impression d'être inutiles, de ne servir à rien, qu'il y a des tableaux Excel. On est aujourd'hui dans la dictature du tableau Excel. Mais c'est pas possible. On peut pas. C'est ça qui nous rend fous. Et donc, au fond, moi, ce que je peux dire, c'est 3 minutes de philosophie pour sortir du tableau Excel et juste revenir à quelque chose d'humain. Et après, moi, je peux pas donner des réponses à tout. Donc, moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que prendre ce risque-là, ça change tout. Alors, moi, je voudrais terminer, comme dans votre livre, avec cette citation. « L'amour ne meurt jamais de mort naturelle. Il meurt parce que nous ne savons pas revenir à la source. » C'est Anaïs Nin qui disait cela. C'est magnifique parce que... C'est magnifique. Elle montre que c'est pas vrai ce qu'on raconte, que l'amour dure 3 ans, 5 ans ou je sais pas quoi. Non, l'amour dure autant qu'on prend le temps de faire attention. De faire attention à l'autre et de se laisser surprendre, émerveiller, étonner par l'autre, par l'étrangeté de l'autre. Voyez, et ça a un lien avec la philosophie. Vous allez même plus loin, vous dites, il faut savoir accepter d'être touché. C'est ça, accepter d'être touché. Accepter d'être touché par l'autre, accepter d'être touché par ce qui se passe, accepter de ne pas savoir. Vous voyez, c'est ça qui est étrange. On commence par la philosophie, on pense, oh là là, il va nous faire la leçon. Et au fond, moi, la chose que je peux dire, c'est accepter de ne pas savoir, c'est ça être philosophe. Et au fond, c'est ce que disait Socrate, je sais que je ne sais rien. Et c'est ça qui a changé tout le sort de l'Occident. Et aujourd'hui, on a un âge où il y a tellement d'experts qui savent tout, qu'on a peut-être juste besoin d'un peu de philosophie de gens qui savent pas tout. Merci Fabrice Midal. 3 minutes de philosophie pour redevenir humain, c'est aux éditions Flammarion Versilio. Merci beaucoup Merci d'être venu nous voir ce matin. Vous êtes bien sur RMC et BFM TV.